Chers amis d'intermède, bonjour et merci de rejoindre ce tour du monde. Je suis Anne Jouveau et je me propose aujourd'hui de vous emmener en escale à Dublin, une ville absolument extraordinaire qui mêle à la fois la recherche des racines, des origines, le côté celte, et qui, dans le même temps, se tourne vers la modernité de manière tout à fait décomplexée. Alors, je répondrai aux questions à la fin donc de notre présentation. Et donc, je vais vous parler de Dublin, qui est le nom plutôt anglophone, puisque lorsque l'on arrive à Dublin aujourd'hui, on voit que le nom est en fait Baile Attaklias. Alors, ce nom gaélique signifie la ville du gué des roseaux. Et on sait qu'il y a eu un hameau celte qui est d'ailleurs noté dans les sources écrites de Ptolémée aux environs de 140, un petit hameau de pêcheurs, un petit hameau d'agriculteurs qui se trouvait donc à l'emplacement de l'actuel Dublin. Alors, nous voyons ici une carte générale de l'Irlande et nous voyons côté est, à peu près au milieu, la ville de Dublin, qui est sur la mer d'Irlande. La côte est de l'Irlande est celle qui est la plus propice à des ports en eau profonde. De l'autre côté, côté ouest, on a beaucoup de falaises, quelques ports aussi d'importance bien sûr, mais surtout on est à proximité des îles britanniques. Alors, ce que l'on sait, c'est que en 837 arrive un viking qui s'appelait Tordis avec une flotte très importante pour l'époque d'à peu près 120 navires. Alors 60 vont remonter la Boyne. Sur la carte, c'est la rivière qui se trouve au nord de Dublin. Et 60 autres navires vont, eux, remonter la Liffey, qui se trouve au niveau de Dublin. Alors, on a des annales de l'époque qui sont absolument extraordinaires et qui nous parlent de cette formidable force militaire qui se rassemble sous l'autorité de ce viking Torgis, qui va s'emparer de cette région et qui va fonder donc la ville de Dublin, qui signifie l'étang noir. Et on a donc les deux noms, Baile Attaklias et Dublin, qui vont être utilisés selon les époques pour désigner cette même ville. Alors cette ville, elle va se développer de part et d'autre de la Liffey. Alors on voit ici une carte ancienne, la Liffey donc qui traverse donc d'ouest en est et se jette dans la mer d'Irlande, et le développement de la ville qui va se faire de part et d'autre, côté nord et côté sud. On voit ici une carte un peu plus récente qui vous montre ce développement entre le North Side et le South Side, avec cette espèce de ligne de démarcation que forme la Liffey. Alors, cette division nord-sud est très importante aujourd'hui encore. On a une division traditionnellement, le nord est plus pauvre, c'est plutôt le lieu de la classe ouvrière, c'était le lieu des catholiques, et le sud, on a les grands bâtiments, les classes supérieures qui s'installent là, c'était plutôt des anglicans et des protestants qui étaient installés de ce côté-là. Et on a cette division qui se retrouve d'ailleurs dans les codes postaux attribués au quartier. Le nord a des numéros impairs, le sud des numéros pairs. Cette division, on la retrouve donc toujours de manière importante, et elle remonterait au comte de Kildare, qui était un des premiers à s'installer dans le sud. Vous avez sur cette carte, tout à fait en bas, Merrion Square et Saint-Stephen Square, qui sont donc deux grands lieux où on retrouve les grandes demeures bourgeoises et aristocratiques. Et le comte de Kildare, qui est un des premiers à s'installer là, quand on lui demandait pourquoi il s'était installé là, il disait « où je vais, me suit la mode ». Donc, on s'installe dans le sud et on a une particularité, c'est que la résidence du président d'Irlande
se trouve elle au nord, du côté de Phoenix Park. Alors sur la carte, vous voyez au nord de la Liffey, tout à fait sur la gauche, le Phoenix Park. Et donc là, on a les bâtiments présidentiels, mais qui portent un numéro, un code postal pair, comme s'ils étaient dans le sud. Donc là, ce sont vraiment des choses qui, aujourd'hui encore, sont très marquantes. On a tout ce quartier sud de Merrion Square qu'on appelle Dublin Fort, puisque le code postal est le 4, et on surnomme les bobos de Dublin les Dublin Fort ou les D-Fort de manière assez régulière. On a le même rapport, donc si vous voulez, donc les provinciaux, les Parisiens, avec les provinciaux d'Irlande et les dix forts de Dublin, dont on dit qu'ils ont un accent extrêmement particulier. Alors revenons à l'histoire donc de Dublin, ville, je vous le disais, fondée par les Vikings en incorporant les communautés de pêcheurs et d'agriculteurs qui se trouvaient là précédemment, sans pour autant, je dirais, mettre fin à une société celte donc très présente, mais extrêmement divisée. On sait que dans cette ville viking, eh bien, viendra le roi Brian Boru, qui est vraiment un personnage extraordinaire du tout début du XIe siècle. Hein. Brian Boru est mort lors de la bataille de Clontarf en 1014. Il a voulu unifier les différents comtés, les différents royaumes irlandais. C'est un échec total, mais on considère quand même comme un des rois fondateurs donc de l'Irlande. On sait également que dans cette ville de Dublin, un évêché va être érigé au début du XIe siècle. Et puis, la ville et l'Irlande vont être l'objet de la conquête des Anglo-Normands, on va dire en 1170-1171. Dublin va devenir à ce moment-là la capitale donc de cette Irlande, remplaçant symboliquement également la colline de Tara, qui était le lieu le plus important jusqu'alors. Et donc les Anglais s'installent, les Anglo-Normands s'installent à Dublin, vont ériger un château qui deviendra le siège du pouvoir anglais sur la ville et sur l'Irlande jusqu'en 1922. Mais bien sûr, ce qui motive l'arrivée des Anglo-Normands et leur installation à Dublin, je vous le montrais sur la carte générale tout à l'heure, c'est cette situation portuaire tout à fait extraordinaire. Et la ville s'est donc développée assez rapidement. Je reviens quelques instants en arrière sur cette carte où on voit qu'on a une organisation, bon, nord et sud, mais la création de boulevards sous la commission qu'on appelait White Streets du milieu du XVIIIe siècle. On sait qu'à ce moment-là, on a une ville qui comporte à peu près 60 000 habitants, ce qui à l'époque est très important. C'est une ville qui est la deuxième après Londres, et c'est une ville aussi où on va implanter de manière volontaire énormément de protestants, d'anglicans. On va avoir par exemple 3000 huguenots français qui vont être installés à Dublin pour s'assurer finalement de la fidélité de Dublin par rapport à l'Angleterre. Et on a donc cette ville qui joue le rôle de capitale de l'île irlandaise, quelle que soit finalement la forme qu'a pu prendre l'autorité politique. Alors cette ville va beaucoup évoluer donc jusqu'au début du XXe siècle, et puis où on voit donc ces artères, ces manières
donc de fonctionner perpendiculairement à la Liffey, mais le XXe siècle, le début du XXe siècle en tout cas, est catastrophique avec l'insurrection de Pâques 1916, la guerre anglo-irlandaise, la guerre civile irlandaise. Tout cela donc provoque d'énormes difficultés pour la ville, et la ville eh bien, est une ville vieillissante. Le renouvellement de la ville est extrêmement lent. Ce n'est donc qu'à partir des années 90 et toute la période qu'on appellera la période du tigre celtique que la ville va connaître de très nombreuses transformations. Alors on va commencer par le port. On a créé des nouveaux quartiers, des nouveaux bâtiments, de nouvelles infrastructures. On a aussi fait venir de nouvelles populations, alors des jeunes actifs originaires d'Europe et d'Asie, et Dublin, qui avait un aspect plutôt provincial, une petite ville endormie jusqu'aux années 1990, va énormément changer du fait d'une espèce de frénésie immobilière, et on voit le développement du port aussi qui est absolument étonnant. Alors, une fois posées ces premières bases, eh bien, nous allons nous promener dans Dublin, alors bien sûr en suivant la Liffey et en passant d'un côté et de l'autre, nord et sud. Donc la Liffey qui est cette artère essentielle de la ville que nous voyons ici, on la voit encore avec une vue aérienne et donc on voit de beaux bâtiments donc comme celui que nous avons ici en bas à droite, hein, qui est le bâtiment des Four Courts, hein, donc qui est le tribunal, la haute instance donc de l'Irlande, et on a cette Liffey qui est traversée par 9 ponts. Alors, le pont le plus célèbre, c'est celui qu'on appelle le Halfpenny Bridge. Et nous l'avons ici, nous en avons deux vues. Donc, c'est un pont qui a été construit en fonte en 1816, une passerelle plutôt, qui à l'origine s'appelait Wellington Bridge. Alors, ça, c'était beaucoup trop anglais, donc on a changé finalement le nom pour l'appeler Liffey Bridge, mais personne n'utilisait ces noms-là. On l'a surnommé le Halfpenny Bridge. Pourquoi? Parce que cette passerelle, elle est due en fait à un personnage qui s'appelait William Walsh et qui était le possesseur de quelques bacs donc qui traversaient la Liffey, mais les bacs étaient dans un état épouvantable et les autorités lui ont mis en demeure ou de prendre de nouveaux bacs ou de construire une passerelle. Alors il a construit cette passerelle, et donc, il a obtenu en échange le droit de prélever un demi-penny, half penny, et puis l'appellation populaire a donné ce nom de Halfpenny Bridge à cette passerelle, donc dont on a supprimé en réalité le péage, effectivement, 100 ans plus tard, donc au début du XXe siècle. À l'origine, il y avait un guichet de chaque côté, mais ce guichet voilà, a été enlevé. Donc ça, c'est vraiment un début de promenade de tout visiteur à Dublin. Et donc, quand on part dans la partie nord, eh bien, on a dans cette partie qui était la plus pauvre et qui était la partie aussi catholique, un lieu essentiel aussi pour qui veut comprendre l'histoire récente de l'Irlande et de Dublin, puisque nous avons un cimetière qui s'appelle Glasnevin, qu'on appelle aussi le cimetière de Prospect, hein, qui est un cimetière qui a été créé en 1832, qui est immense, hein, qui comporte plus d'1,5 million de sépultures. Alors on voit des choses très modernes, mais on voit aussi des éléments qui rappellent le renouveau celte. On voit en particulier en bas sur votre droite, vous voyez les croix celtes. Et c'est surtout un cimetière qui abrite les sépultures de très nombreuses personnalités. Daniel O'Connell, hein, qu'on appelle le libérateur, Michael Collins, révolutionnaire, et Eamon de Valera, donc premier président que nous avons ici.
On a également deux femmes absolument étonnantes qui sont Maud Gonne et Constance Markiewicz. Constance Markiewicz en particulier, fausse comtesse mais véritable révolutionnaire que l'on voit poser ici. Et donc ces personnages sont tous enterrés dans ce cimetière qui en fait un lieu historique absolument étonnant, essentiel à une bonne compréhension de l'histoire de l'Irlande. Alors on va traverser la Liffey pour aller voir un autre lieu emblématique de la ville, c'est le Trinity College que nous voyons ici, qui est l'université donc de la ville. Alors on a une université qui a été fondée très tôt, au début du XIVe siècle, en 1311, par le pape, et puis on a eu un chancelier, des professeurs, des étudiants protégés par la couronne pendant de nombreuses années, jusqu'à la Réforme. Et puis là, s'est arrêtée cette université, et il a fallu qu'en 1592, un petit groupe de citoyens de Dublin se réunissent, décident de refonder une université à Dublin. Donc, ils vont demander et obtenir une charte sous forme de lettre patente de la reine Élisabeth. Et au XVIIIe siècle, le Trinity College va être considéré comme l'université de l'ascension protestante. Il est non loin du Parlement, qui accorde de très généreuses subventions pour la construction, le réaménagement, l'agrandissement de ce collège. Alors ce collège, lorsqu'il y a eu les premières étapes de l'émancipation catholique, eh bien les catholiques ont été autorisés à demander leur admission. Donc on est là à la toute fin du XVIIIe siècle et avant même que la même chose ne puisse être possible à Cambridge ou à Oxford. Mais les évêques catholiques ont réagi. Pour eux, cette facilité avec laquelle les catholiques pouvaient fréquenter une institution qu'ils considéraient comme entièrement protestante dans son éthique, sa manière de transmettre le savoir, eh bien, fait que ces évêques catholiques vont mettre en place une interdiction générale d'entrée des catholiques au Trinity College, à quelques exceptions près, et cette interdiction ne sera levée qu'en 1970. Donc on voit toujours en Irlande la complexité donc de cette histoire qui est tout à fait présente lorsqu'on visite les lieux. Alors, par contre, les femmes ont été admises au Trinity College en tant que membres à part entière pour la première fois en 1904. Et donc, quelques années avant, Oxford et Cambridge aussi, les femmes pouvaient aller à Oxford et Cambridge, mais ne pouvaient pas y recevoir leur diplôme. Donc, elles venaient au Trinity College pour recevoir leur diplôme et on les connaissait sous le nom de Steamboat Ladies. Donc le Trinity College est vraiment un des lieux essentiels donc à la vie culturelle. On le voit ici et il abrite surtout une bibliothèque absolument extraordinaire. Alors ce que nous voyons ici, c'est ce qu'on appelle la Long Room. Donc on a une bibliothèque qui est composée de plusieurs bâtiments, il y a plus de 5 millions de livres. La bibliothèque proprement dite donc de recherche, et puis cette bibliothèque ancienne qui est l'œuvre de Thomas Burgh, qui est une des attractions touristiques d'Irlande et qui comporte de nombreux éléments. En particulier, vous avez ici sur la gauche la harpe dite de Brian Boru, donc ce roi dont je vous parlais tout à l'heure. On voit donc une sculpture le représentant, et cette harpe, qui est une des 3 harpes gaéliques qui restent encore à peu près en bon état dans le monde. On en a 2 à Édimbourg, et celle-ci qui est très célèbre puisque c'est le symbole national de l'Irlande que nous voyons exposé dans cette fameuse Long Room. La bibliothèque abrite également
un livre, un manuscrit qu'on appelle le livre de Kells. Donc, Kells, c'est une abbaye qui a été donc qui se trouve dans le comté de Metz en Irlande, mais qui a vu arriver tous les moines de l'île d'Iona. Alors Iona, c'est celle que nous voyons ici. Iona, qui est une des hébrides au large de la côte ouest de l'Écosse, était soumise à des invasions, des raids, des pillages de la part des Vikings, et donc les moines sont venus se réfugier à Kells, et donc on a retrouvé ce qu'on appelle le livre de Kells, que nous voyons ici, qui contient donc le texte des 4 évangiles en latin d'après la Vulgate, les tables de Césarée que l'on voit ici sur la gauche, un manuscrit qui est écrit en majuscule, à de très rares exceptions près, et qui est composé par 3 copistes qu'on appelle les mains A, B, C, mais surtout ce manuscrit contient des pleines pages de motifs ornementaux qui sont d'une extraordinaire complexité. En même temps, on a aussi des petites décorations, une large palette de couleurs tout à fait extraordinaire. Ce qui étonne toujours, c'est qu'on n'ait pas d'or ou pas d'argent, une assiette très simple, mais beaucoup de lapis lazuli. On a aussi de la malachite broyée, du rouge brillant qui vient du réalgar, des enluminures extrêmement riches, beaucoup plus nombreuses que dans n'importe quel autre manuscrit biblique de Grande-Bretagne. Et donc on a également des lettres initiées, donc très très abondamment décorées, et aussi cette représentation donc de la Vierge, qui est la représentation la plus ancienne de la Vierge parmi tous les manuscrits que l'on possède. Alors celui-ci, il daterait donc de la fin du 7e siècle, on n'est pas tout à fait certain, mais on voit la représentation de Marie qui est vêtue de pourpre, donc qui est peut-être dérivée d'un modèle copte. En tout cas, c'est ce que disent les spécialistes. Et cet élément donc fait du Trinity College un des musées les plus fréquentés de la ville, parce qu'on voit tout l'intérêt donc de ce lieu. C'est un musée parmi d'autres, parce que la ville de Dublin comporte un nombre absolument étonnant de musées. On a non loin du Trinity College, nous continue notre promenade avec le musée d'archéologie et d'histoire, qui propose des expositions sur l'Irlande préhistorique, les périodes vikings et médiévales. Et ce musée possède vraiment de très belles pièces que nous voyons ici. On a en haut au centre ces torques d'or absolument extraordinaires. On a beaucoup de choses qui remontent à la période du bronze. On a des choses qui sont aussi particulièrement bien conservées, parce que retrouvées dans des terres de tourbe. Donc, et on a vraiment une conservation tout à fait particulière des éléments. Et toutes les pièces, ou la quasi-totalité des pièces que l'on a dans le musée, proviennent eh bien de fouilles fortuites. Ce sont des découvertes qui sont faites au début du 19e siècle par des paysans. L'accroissement de la population avait amené à chercher de nouvelles terres, et on va défricher les terres, et c'est à cette occasion-là qu'on déterre ces trésors extraordinaires. Et on a eu dans le même temps un personnage qui s'appelait Georges Petrie, qui a fondé l'Académie royale d'Irlande, qui tout de suite a dit qu'il allait acheter, sans compter, sans négocier, les objets, pour éviter qu'ils ne soient fondus, revendus en cachette. Et ça a permis eh bien, d'avoir des trésors. Et on voit en particulier le cas du calice d'Ardag. Alors ça, c'est l'image que vous avez au centre en bas. Ce calice, donc cette coupe en argent qui est décorée d'or, de cuivre, date du 8e siècle, et il a été découvert accompagné d'un trésor en 1868 par 2 jeunes paysans lorsqu'ils plantaient des pommes de terre du côté de Limerick. Et puis on avait à l'intérieur du calice d'autres objets qui constituaient ce trésor.
et on a un calice tout à fait extraordinaire parce qu'on a du laiton, de l'étain, de l'émail, de l'or, du bronze doré. Ça, c'est typique donc de l'orfèvrerie irlandaise dans les premiers temps. Et donc, on a également une frise avec le nom des apôtres, on a des fils d'or qui représentent des animaux, des oiseaux, des entrelacs géométriques. Bref, vraiment un lieu tout à fait extraordinaire. Quelques reliquaires également qui sont conservés également dans ce musée d'archéologie et d'histoire. Autre musée, parce qu'on est dans ce quartier des musées, c'est la Galerie nationale de peinture. Donc cette galerie nationale, elle est extrêmement riche. Donc on a des représentants de tous les courants de la peinture européenne. Vous voyez ici Bruegel ou le Caravage, mais on a également un Vermeer qui est souvent prêt, on le voit assez peu à Dublin même. Il voyage beaucoup, Gentileschi, donc on a vraiment beaucoup donc d'intérêt pour cette peinture européenne. La plupart des œuvres étaient des œuvres qui appartenaient aux riches familles anglo-irlandaises et qui ont donc ou placé en dépôt ou légué ces œuvres à la Galerie nationale. Mais on a également alors, tout le courant pré-raphaélite que l'on va retrouver, mais des peintres aussi qui vont s'attacher plus précisément à l'Irlande. C'est le cas de Burke, dont on voit une œuvre au centre. Il va beaucoup voyager dans le Connemara et il va peindre des jeunes gens, des paysannes, des pêcheurs. Lui va plutôt travailler sur la lumière là, avec son tableau sur le monastère, qui est un tableau assez immense et très, très lumineux. Bref, un ensemble donc tout à fait intéressant. Et Dublin, on le voit, c'est une ville qui fait une très très large place à l'art, mais plus que tout, donc à l'écriture. Les écrivains, les poètes sont vénérés à Dublin. C'est vrai que Dublin a une formidable histoire littéraire qui a produit de très grandes figures de la littérature, des prix Nobel comme William Butler Yeats, comme George Bernard Shaw, Samuel Beckett, on a Oscar Wilde également, Jonathan Swift et même le créateur de Dracula, Bram Stoker. Donc on a vraiment cette ville qui voilà, a généré donc ces courants littéraires. Et puis on a aussi James Joyce, bien sûr, dont le recueil de nouvelles de Bliners fait la part belle à la ville et dont l'œuvre la plus célèbre, Ulysse, se déroule bien sûr à Dublin et fourmille de détails qui décrivent la ville. Donc ce musée que nous avons, voilà, va nous raconter, possède quelques objets donc de tous ces grands auteurs et donc permettre de comprendre que la littérature et la poésie jouent vraiment un rôle fondamental dans la vie de la ville de manière générale en Irlande. Et la preuve en est le fameux Bloomsday, donc que l'on voit ici. En irlandais, on appelle ça la Bloom, le jour de Bloom, qui se tient chaque 16 juin et qui a pour objet, on va dire, de célébrer la vie et l'œuvre de l'écrivain James Joyce. Alors, le 16 juin, pourquoi? Parce que dans la vie de James Joyce, c'est donc le jour où il a demandé sa future femme en mariage et il a choisi cette date pour que le héros de Ulysse, qui s'appelle Léopold Bloom, d'où le nom de Bloomsday, se promène dans cette ville de Dublin. Donc c'est ce récit d'Ulysse. Et donc les Dublinois vont prendre l'œuvre et vont s'arrêter dans les endroits cités donc dans l'ouvrage, en déclamer des passages, s'habiller comme en 1916, vont mélanger un petit peu donc cela avec l'esprit festif qui est aussi une des caractéristiques de Dublin. Le Bloomsday, après la Saint-Patrick, c'est la fête la plus importante de la diaspora irlandaise et la fête la plus importante à Dublin. Donc là encore, on voit cet amour pour les écrivains,
les poètes, qui est extrêmement important. On a d'ailleurs un autre musée qui est la Huglen Gallery, qui est un musée d'art contemporain. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est l'atelier de Francis Bacon, qui est mort à Londres, et donc son atelier était là-bas. Les Anglais ne savaient pas trop que faire de cet atelier, et les gens de Dublin ont décidé d'aller chercher l'ensemble. Alors ils ont envoyé des archéologues, ils ont fait des relevés parce qu'il y a des strates absolument extraordinaires pour pouvoir replacer dans l'état exact où il a été trouvé cet atelier dans la Huglen Gallery. Donc on est toujours dans cette recherche de mémoire, ce rapport à l'identité qui est extrêmement fort. Alors on va continuer notre promenade dans Dublin, plus architecturale cette fois-ci. Donc une promenade qui peut se faire en 3 temps, une promenade médiévale, une promenade georgienne et une promenade contemporaine, puisque on a 3 types d'architecture qui sont assez présents. On a d'abord Christ Church, qui est la cathédrale de la Sainte Trinité, qui est une cathédrale anglicane. On en a 2. On a Christ Church et Saint-Patrick. L'Église catholique romaine ne possède, elle, qu'une pro-cathédrale. Donc là, Christ Church s'est situé vraiment dans l'ancien cœur médiéval de la ville de Dublin, même si le contexte tout autour a beaucoup évolué. On n'a plus les petites rues serrées. C'est une cathédrale qui a été commencée au XIe siècle par Silkiskeg, qui était un roi d'origine viking, qui a été converti au XIIe siècle en prieuré, de règles augustines réformées. Et dans les années fin du XIIe siècle, on va avoir les Anglo-Normands qui vont prendre l'ensemble, et en particulier un certain Strongbow qui va diriger les restaurations. Il est d'ailleurs enterré à l'intérieur de la cathédrale. À côté de celle-ci, voilà, donc là on a l'intérieur de Christ Church, et on a également Saint-Patrick. Alors Saint-Patrick, l'origine est plus ancienne, mais il ne reste rien de la première église. On dit que l'église était fondée sur un lieu de culte celte. Il y a une source qui est captée par ce bassin que nous voyons au premier plan, et donc cette source aurait servi à Saint-Patrick pour baptiser les fidèles. Donc l'église primitive a disparu, elle a été reconstruite à la fin du XIIe siècle, puis abîmée par un incendie, et les bâtiments que nous voyons sont plutôt des bâtiments de la fin du XIIIe siècle, de la fin du XIVe siècle, sauf la flèche qui, elle, date du XVIIIe siècle. Et cette église-là, elle a été offerte aux fameux huguenots français qui étaient venus s'installer, et qui explique qu'un culte soit célébré chaque dimanche en français par un pasteur huguenot depuis leur installation. Alors on va voir l'intérieur de Saint-Patrick ici. L'un des doyens les plus célèbres, ça a été Jonathan Swift, l'auteur des Voyages de Gulliver, qui est enterré aussi à l'intérieur de Saint-Patrick. Alors continuons notre promenade médiévale entre guillemets avec le château, qui était le lieu de la représentation britannique de 1171 jusqu'à 1922. Les bâtiments, hormis la tour, ont tous été refaits au XVIIIe siècle. C'était le lieu où vivait le vice-roi d'Irlande. C'est un lieu qui sert encore aujourd'hui pour l'investiture présidentielle, mais c'est un lieu qui avait mauvaise réputation. On employait un terme qui était Castle Catholics, les catholiques du château, pour désigner de manière évidemment péjorative tous les catholiques qui étaient un peu trop proches du pouvoir anglais. Il y a eu au moment de Pâques
1916, donc beaucoup de tentatives pour prendre ce château. Donc nous voyons aussi maintenant il sert à recevoir les ambassades, voilà, et puis il est ouvert, la cour en tout cas est ouverte à la visite. Alors autre temps, l'architecture, alors sans E accent aigu, excusez le correcteur orthographique qui a fait des siennes, l'architecture georgienne. Pourquoi? Parce qu'elle vient du nom Georges, comportait les 4 premiers monarques anglais de la maison de Hanovre, donc on est entre 1714 et 1830, et le terme architecture georgienne, nous ne sommes pas en Géorgie, fait référence au style finalement architectural des pays anglophones pendant cette période-là. Ça succède au style du baroque anglais de Sir Christopher Wren. On a des architectes très importants comme Colin Campbell, mais aussi John Nash, hein, qui est un des architectes très très productifs. Et cette architecture, elle se caractérise par ses proportions, par son équilibre. Hein. On voit le Trinity College, on est dans un style qu'on a appelé le style palladien. Donc on est revenu un petit peu sur ces éléments, les proportions, l'équilibre, la rigueur, la symétrie. Donc tout cela était extrêmement important. Hein. Le côté régulier, c'était vraiment ce qui importait, et la régularité des maisons, hein, qui ont pignon sur rue, on le retrouve avec la seule originalité, ce sera la couleur de la porte, hein, où on retrouve toujours l'imposte, les 2 fenêtres de part et d'autre, seules les couleurs de la porte. Donc ça fait partie des images aussi classiques, hein, des promenades de Dublin. Donc ces maisons qui, voilà, vont être construites sur des places carrées avec un square commun au centre. Et donc ces maisons avec l'étage noble et le balcon au premier niveau et des fenêtres plus petites, plus on va monter dans les étages. Donc ça, c'est vraiment typique de cette période, donc qui va, on va dire, jusqu'au milieu du 19e siècle. Je vous expliquais qu'ensuite, on aura des problèmes, j'y reviendrai, mais aussi une ville qui s'est un petit peu endormie. Et donc, la ville va se tourner ensuite, depuis les années, milieu des années 90, vers l'architecture contemporaine. Et donc, c'est devenu vraiment Dublin le terrain de jeu des architectes contemporains. Ça a commencé avec cette grande flèche que l'on voit en bas sur la droite, qui se trouve au milieu d'une artère perpendiculaire à la Liffey. Et on a un prix qu'on appelle le prix Pritzker, hein, qui est en gros le Nobel de l'architecture, qui positionne vraiment la capitale irlandaise sur le devant de la scène, parce que les architectes et les cabinets d'architectes irlandais ont souvent été récompensés, mais cela a amené aussi des architectes étrangers comme Daniel Libeskind, l'américain, donc qui va travailler dans le quartier des docks que nous voyons. On a ici, on le voit, donc tout ce travail de reconstitution, réoccupation des docks et des ports. Et on a également Calatrava qui a réalisé le pont que vous voyez en bas sur la droite. Donc vraiment, Dublin a su se renouveler de manière tout à fait intéressante. Donc on a ces promenades un petit peu futuristes, ce travail des architectes qui a fait basculer la ville de Dublin donc dans le présent de manière tout à fait rapide et remarquable. Dans le même temps, la ville va abriter aussi un travail de racines et de mémoire. Et cela va se faire par l'œuvre des sculpteurs qui sont donc les sculptures sont très très présentes dans Dublin. On peut vraiment se faire des promenades avec pour but d'aller les voir. Alors on a Oscar Wilde, très très nonchalant, donc qui est posé sur un rocher dans un petit square en face de sa maison d'enfance. Et sur la gauche, vous avez Molly Malone. Alors Molly Malone, ça c'est une statue donc de Jane Reinhardt, et Molly Malone, c'est un personnage plus ou moins mythique, qui a donné lieu à des chansons, mais également qui est très présente dans les pièces de théâtre. Donc, c'est une marchande ambulante de coq, peu farouche, au caractère bien trempé, vraiment qui est
l'image de l'Irlandaise donc que l'on retrouve traditionnellement. Et donc voilà, elle est à taille humaine. Donc on retrouve cette sculpture. Autre sculpture, alors celle-ci beaucoup plus étonnante, elle se trouve le long de la Liffey. C'est une sculpture qui a été réalisée par un Dublinois qui est Rowan Gillespie et qui s'appelle le Mémorial de la famine. Cette sculpture fait référence à cette grande famine qui a frappé l'Irlande entre 1845 et 1851, une catastrophe qui a été le résultat de 50 années d'interactions totalement désastreuses entre la politique impériale britannique, des méthodes agricoles totalement inappropriées, de monoculture, l'apparition du mildiou sur l'île, donc le parasite qui va anéantir radicalement la culture de pommes de terre, qui était l'élément de base des paysans irlandais. Et s'il n'existe pas de décompte officiel du nombre de décès, on évalue à 1 million de personnes le nombre total de victimes, une famine qui va perdurer jusqu'en 1851, mais qui va avoir des répercussions beaucoup plus longues, en particulier sur la démographie. Parce qu'il faut rajouter à cela 2 millions de personnes qui vont fuir, beaucoup de femmes, et ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier, et la population de l'Irlande va baisser de près d'un tiers en 10 ans, ce qui est énorme, et l'émigration va se poursuivre jusqu'en 1911, hein, donc ce qui fait que la population irlandaise à ce moment-là va tomber à 4,2 millions de personnes, soit son niveau de 1800. Cette sculpture est absolument terrible, mais elle fait partie de ce travail de mémoire que l'on retrouve partout dans Dublin. Alors on a d'autres sculptures, on a James Joyce, on a les Commères, on a Patrick Kavanagh. Donc ça, un peu partout, quand on se promène, on va se retrouver avec ces éléments qui enracinent vraiment donc cette ville. Alors quand on continue cette promenade, eh bien, forcément, on va se retrouver dans le quartier festif de Dublin qui s'appelle Temple Bar, qui est le nom est dû à William Temple, qui était un des recteurs du Trinity College. Et on voit ici Temple Bar au moment de la Saint-Patrick. Donc là, une foule absolument énorme que nous voyons là. Et Temple Bar, c'est un quartier jeune, un quartier festif, un quartier où on va retrouver des gargoles, des restaurants, des pubs, mais où on peut écouter vraiment de la musique irlandaise. D'ailleurs, tous les studios d'enregistrement sont dans ce quartier. C'est là qu'ont enregistré les Pogues ou les Dubliners, qui sont vraiment des groupes connus. Et donc, c'est un lieu qui est très fréquenté par les touristes et aussi par la jeunesse dublinoise, donc qui garde, je dirais, malgré le côté très connu, très touristique, qui garde malgré tout un côté très authentique. Et lorsqu'on a fait cette promenade, qu'on a donc eu cette foule très importante, eh bien, on peut aller s'aérer donc dans l'un des nombreux parcs de la ville de Dublin. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le Phoenix Park, mais on a aussi un jardin botanique. Alors, il est vrai, très, très à l'anglaise, avec les grandes serres, avec ses bassins, avec cet arboretum absolument remarquable, mais tout cela fait partie donc de cette ville de Dublin et de cette vie dublinoise qui est donc extrêmement intéressante. Alors, Dublin, bien sûr, on a fait cette rapide promenade dans cette ville qui, je vous le disais, allie à la fois le côté mémoire, l'attachement aux racines, à cette culture, à une forme aussi de, entre guillemets, celtitude, et en même temps se tourne vers l'avenir de manière optimiste. C'est une ville jeune, c'est une ville qui est toujours en mouvement. C'est absolument extraordinaire. Et donc, on a vraiment
donc des éléments tout à fait intéressants. C'est une ville aussi où on a donc beaucoup de clubs sportifs. C'est une ville où on a des théâtres, où on ne s'ennuie véritablement jamais. C'est une ville tout à fait étonnante. Et en tout cas, j'espère vous avoir donné envie d'aller découvrir Dublin. Je vais maintenant essayer de remonter un petit peu le chat pour voir donc s'il y a des questions. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Je remonte doucement, donc c'est surtout des bonjours. Voilà, bon, bah écoutez, pour l'instant, pas de questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous voulez découvrir Dublin, eh bien, vous pouvez profiter des prochains départs. On a un circuit Irlande du Nord et Donegal, donc qui se fait à plusieurs reprises dans l'année, au mois de septembre, au mois d'avril et au mois de juillet. Et puis, un nouvel an à Dublin, alors qui n'est pas encore ouvert aux inscriptions, mais qui aura lieu du 22 décembre au 2 janvier et qui permettra justement d'aller voir tous ces lieux et de profiter aussi de ces quartiers festifs qui sont extrêmement intéressants. Je vois quelqu'un me dire que les enfants ont eu un coup de foudre pour cette ville. C'est vrai que Dublin est une ville extrêmement attachante. Donc voilà, vous pourrez donc peut-être profiter de cela. Alors on me demande, a-t-on retrouvé des vestiges vikings lors de certains travaux dans Dublin? Alors pas dans Dublin, mais juste à côté, dans la région du Wicklow, donc qui est une région montagneuse où la Liffey prend sa source et où on a des éléments de tourbe. Et là, on va retrouver quelques éléments. Donc, pas grand chose. On a conservé alors quelques éléments d'un navire parce que le bois s'est bien conservé dans la tourbe et donc quelques bijoux. Mais on a davantage retrouvé d'éléments celtes. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Pour ceux qui voudraient donc suivre nos prochaines conférences, eh bien, vous avez rendez-vous avec Thierry Soulard, avec ses rendez-vous de l'histoire. Alors, il y a tout à l'heure à 17h sur l'histoire de Bonaparte à Napoléon. Et puis, le vendredi 11 à 17h, Thierry, toujours, continuera avec le deuxième époque, le consulat. Autre conférence le 14 juin à 16h par Claire Gréby qui vous parlera de Signac et de ses harmonies colorées absolument extraordinaires. Je profite 30 secondes pour répondre à une question que je viens de voir. Y a-t-il beaucoup de livres enluminés à la bibliothèque? Il y en a 5, donc en particulier le livre de Durrow, qui est aussi très beau. C'est dans le même espace que le livre de Kess. On commence par les évangéliaires un petit peu moins connus, mais il y a quelques éléments de près. On a souvent un manuscrit ou de copte qui viennent un petit peu comprendre. Il y a toute une partie explicative et ensuite le livre de Kels. Donc on peut voir 5 à 6 manuscrits vraiment des premiers temps du 6e au 8e siècle exposés dans la bibliothèque. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Il va être temps de nous quitter. C'était une petite escale, mais j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Minutes.